Bonjour, chers rebelles capitalistes. J'espère que vous allez bien. Alors, nous avons les nouvelles données de l'IPC. Je veux passer en revue ça en détail et ensuite je veux essayer de comprendre ce que cela signifie pour l'inflation en 2025. Verrons-nous une réaccélération des prix à la consommation ou allons-nous continuer à observer une désinflation et que va faire la Fed? Eh bien, allons tout de suite sur CNBC et voyons ce qui se passe avec l'IPC et nous allons essayer de répondre à ces questions. Voyons. Alors, nous avons le partage d'écran. Allons juste ici. Voilà. Nous avons Josh en ce moment parce que WhatsApp ne fonctionne pas. Donc, je n'ai pas pu lui envoyer de message, mais nous allons gérer ça ici. Alors, où en étions-nous? Eh bien, je pense qu'on va y arriver. C'est parti. D'accord? Radio-Canada. Donc, les nouvelles données sont sorties et l'IPC a augmenté à 2,07%. Maintenant, c'est conforme aux attentes. Et je pense que plus important encore, c'est une augmentation de 0,3% par rapport au mois précédent. Donc, si nous avons, vous savez, 0,3%, ou les 12 prochains mois d'affilée, alors maintenant, tout à coup, nous avons l'IPC qui est évidemment au-dessus de, vous savez, disons 3 points, où ce serait 3,6%, je suppose. Maintenant, les points clés ici, nous avons en excluant l'IPC de base pour lequel ils ont un graphique. On va y aller dans une minute. C'était à 3,3. Et encore une fois, mensuel est à 0,3. Là aussi. Et tous les chiffres sont conformes aux prévisions. Le rapport a encore renforcé les perspectives du marché pour une baisse des taux de la Fed. Donc, ça répond à la première grande question. Est-ce que la Fed va toujours réduire de 25 points de base, ce qui, j'ajouterais, les maintient exactement dans la même ligne que ce qu'ils ont fait en 2007, quand ils ont réduit de 50 points de base le 18 septembre. Et étrangement, ils ont réduit de 5,25%. Je veux dire, tout était identique. Et ensuite, ils ont continué à faire 2 autres baisses en fin d'année. Et on dirait qu'ils vont faire exactement la même chose en 2024. Pas que 2025 va se dérouler exactement comme 2008. Mais jusqu'à présent, 2007, excusez-moi, jusqu'à présent, 2024, du moins depuis le 18 septembre, s'est déroulé presque de la même manière. Et, au fait que faisait l'IPC en 2007, une fois qu'ils ont réduit de 50, ça a augmenté. On en reparle dans un instant. Mais on dirait que les chances, selon le FedWatch du CME Group, sont toujours à 99%. La Fed va réduire de 25 points de base, donc je suppose, la plus grande question qu'on doit se poser, c'est ce qui va se passer avec les prix à la consommation, ou du moins l'IPC global. Je sais que c'est un mensonge du CP. Qu'est-ce qui va se passer avec l'IPC global et l'IPC de base en 2025? Et encore une fois, est-ce qu'on va voir de la désinflation? Est-ce qu'on va voir une réaccélération des prix à la consommation? Maintenant, vous savez, en regardant mes vidéos, surtout vous qui en regardez pas mal, mon scénario de base, puisqu'on a eu cette inflation qui a fait baisser l'IPC, du moins l'IPC global, à, vous savez, disons 2,8 ou quelque chose comme ça. Je pensais qu'on resterait juste dans cette fourchette entre 2,5 et peut-être 3,5, jusqu'à ce que quelque chose casse dans l'économie et qu'on ait une récession. Et donc, je pensais que ça irait en dessous de 2% ou qu'on aurait quelque chose qui déclencherait une réaccélération, quelque chose de gros. Et on doit regarder ces catalyseurs qui augmentent les prix à la consommation depuis 2020. Donc, on aurait plus de chèques STEMI, on aurait juste une augmentation massive des dépenses déficitaires, ou on aurait une augmentation massive de la masse monétaire, ou on aurait un autre choc d'approvisionnement. Il faudrait que quelque chose comme ça se produise pour que l'IPC passe, disons, de 2 points, 2,6, et remonter directement à 5, 6, 7, 8%. Ce que la plupart des gens prédisaient, ou beaucoup de gens prédisaient, c'est qu'on verrait cette image miroir des années 1970 ou une répétition des années 1970. Alors, passons en revue. On va entrer dans les détails. Et ensuite, je veux passer en revue et analyser ce qui se passe avec la masse monétaire M2 parce que vous savez que c'est très important. Et ensuite, je veux regarder ce qui s'est passé en 2007. Mais je veux aussi regarder ce qui s'est passé au début des années 70 et le comparer à ce qui se passe aujourd'hui. Et je pense que ça va nous donner beaucoup d'aperçus.
sur les probabilités d'inflation des prix à la consommation, ou du moins de l'IPC global, en allant vers 2025. Alors, commençons par ce graphique. Et on a, vous savez, si vous regardez Zero Hedge ou quelque chose comme ça, que j'aime bien Zero Hedge, mais bon sang, ils essaient vraiment de faire monter la peur de l'hyperinflation. Comme ça, vous savez, ils essaient toujours de parler des années 1970. Peut-être pas d'hyperinflation pour être juste, mais comment? Vous savez, l'inflation est hors de contrôle, vraiment hors de contrôle. Et vous savez, évidemment, les prix à la consommation augmentent beaucoup plus vite que ce que l'IPC principal pourrait vous faire croire, mais je pense que c'est un bon indicateur de la tendance et, vous savez, c'est redescendu à 2,4. Nous sommes maintenant à 2,7. Est-ce que ça veut dire en soi qu'on va revenir directement à 9%? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Mais je vais vous dire pourquoi dans un instant. Je ne vais pas juste balancer une opinion. Je vais vous montrer quelques graphiques pour appuyer pourquoi c'est mon scénario de base. Et comme on l'a dit, 3,3 sur le cœur, on ne voit pas vraiment beaucoup d'accélération là-dedans. On dirait exactement la même chose que ce qu'on avait le mois dernier, d'une année sur l'autre. Alors, quelques spécificités. Les gars, l'indice du logement a augmenté de 4,7%. Les véhicules d'occasion ont augmenté de 2%, puis les coûts alimentaires ont grimpé de 0,4 mensuel. Donc, ça a contribué à, vous savez, l'augmentation de 2,4 à 2,7 sur le titre. Voyons, là, mesure des céréales, de la boulangerie. D'accord, la plupart de ces détails. Je ne pense pas qu'ils soient très pertinents. Alors, allons jeter un œil à quelques graphiques différents. Je veux commencer par examiner les tendances à long terme et le. Eh bien, en fait, regardons ce graphique, mais je veux commencer par les années 1970. Pas si loin que ça. Je veux commencer par 1970 à 1974. C'est parti. Donc, si vous remarquez, cette ligne noire représente la croissance de l'offre monétaire M2. La ligne rouge représente l'inflation des prix à la consommation. Alors, laissez-moi essayer d'obtenir ça en janvier ou aussi près de janvier que possible. Voilà. D'accord? Donc nous avons maintenant ces composés. Alors, combien les prix ont-ils augmenté au total pendant cette période de 4 ans? Ou combien l'offre monétaire M2 a-t-elle augmenté au total pendant cette période de 4 ans? Donc, nous avons vu les prix à la consommation augmenter de presque 40%, ou de zéro entre 1970 et le milieu de 1974. Et j'ai choisi ça parce qu'en 1974, nous avons eu cette récession, les taux de chômage ont explosé, on voit cette prochaine vague de désinflation. Mais ensuite, nous avons eu la croissance de l'offre monétaire M2 à 53%. Alors, maintenant, comparons cela à ce que nous avons vu en 2020, parce que je pense que beaucoup de gens ont supposé que les augmentations que nous avons observées au cours des 4 dernières années est complètement sans précédent, ce qui n'est pas le cas. Alors, avançons. Peu. Et nous voyons que la croissance de l'offre monétaire M2, encore une fois, composée depuis janvier 2020, est à 40%, et l'IPC un peu au-dessus de 20%. Maintenant, je dirais que l'IPC, la différence dans la façon dont il est mesuré, ramènerait probablement l'augmentation composée des prix très près de ce que nous avons vu dans les années 1970, ou peut-être même plus que ce que nous avons vu dans les années 1970, mais on voit que l'offre monétaire M2, on ne peut pas vraiment truquer ce chiffre. Et c'est moins que ce que nous avons vu dans les années 1970. Maintenant, je pense qu'il est aussi important de remarquer ce que nous avons vu depuis pic à 9,1% à l'été 2022 en ce qui concerne le nombre d'unités monétaires
qui poursuivent des biens et des services. Et vous voyez cette ligne plate? Vous voyez cette ligne plate, si ce n'est pas en fait en baisse au total, n'est-ce pas? Maintenant, encore une fois, revenons à First Minor Necessity. Alors, vois-tu un moment où cette ligne noire devient plate ou descend? Non, non. Et ensuite, si on fait ça, allons à un autre graphique. J'espère que je peux le faire apparaître. Et ouais, je peux. Cool. On va revenir à ça. Maintenant, c'est l'IPC, mais ou EM2, mais ce n'est pas composé. Donc, ça te montre juste un peu les totaux d'une année sur l'autre. Donc, ce que tu peux voir, c'est que tu as cette grande vague de croissance de M2 et ensuite, tu as une vague correspondante d'inflation des prix à la consommation représentée par la ligne rouge ici. Et puis, une fois que tu vois cette croissance de M2 redescendre, même si ce n'est pas vraiment négatif, je veux dire, ça ne s'aplatit pas. Je veux dire, même si cette croissance de M2 redescend, elle passe, disons, de 12% d'une année sur l'autre à 5,4%. Mais on a toujours une augmentation significative de M2. Et même avec ça, tu as vu une récession et tu as eu une vague d'inflation. Et juste une vague. Je veux dire, on a eu de la désinflation. Novembre 74 jusqu'en janvier 67. Je veux dire, presque 3 ans de désinflation ici. Et ensuite, on a eu une autre vague de croissance de M2. Et ensuite, comme tu t'y attendais, on a eu une autre vague d'augmentation des prix. Voilà, jusqu'en 1980. Tu vois, donc ce que ça nous montre, c'est assez cohérent, c'est quand tu as ce grand coup de pouce ou boom dans M2, alors tu n'as pas juste les prix à la consommation qui montent, 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 jusqu'à l'infini et au-delà. Ils ne font pas Buzz l'éclair. Ce qui se passe, c'est que tu as cette croissance de M2. Et ensuite, les prix, comme tu peux l'imaginer, ils montent à un certain niveau, puis ils se stabilisent. Ils se réajustent, c'est le mot que je cherchais. Ils se réajustent simplement en fonction du nombre d'unités monétaires que nous avons maintenant en circulation. Maintenant, il y a beaucoup de facteurs ici. Je me concentre juste sur ces deux-là pour l'instant, ou je me concentre vraiment sur M2. Donc, ce qu'on doit faire, et garde à l'esprit, quand tu vois, je veux juste le redire ici, avant qu'on retourne au graphique. Quand tu vois cette ligne noire descendre, ça ne veut pas dire que l'offre monétaire est en train de diminuer. Ça veut juste dire que, ou ça ne veut même pas dire que la croissance de l'offre monétaire est en train de stagner ou de diminuer. Ça veut juste dire que la croissance de l'offre monétaire ralentit. C'est comme la différence entre désinflation et déflation. Alors, maintenant, retournons en arrière. Par rapport à ce que nous avons vu plus récemment. Et vous pouvez voir à quel point ce n'est pas du tout cohérent avec les années 1970, pas même proche, pas même proche, parce qu'on a une période de 2 ans où l'offre monétaire a, en fait, diminué vers le bas et ça a légèrement augmenté au cours de l'année dernière, mais beaucoup, pas beaucoup. Donc, tu ne peux pas me montrer une période de 2 ans dans les années 1970 où M2 a diminué. Ça n'arrive pas. Et donc, l'argument serait que l'offre monétaire a tellement augmenté depuis 2020 que tu as tout cet argent qui est en attente et qui n'attend que d'être réinvesti pour acheter des biens et des services de consommation et tout ça. Et ça va nous mener à la prochaine vague d'inflation. Mais ce n'est pas non plus cohérent avec les années 1970, parce que nous savons que de 70 à 74, les prix à la consommation, excusez-moi, vous aviez les prix à la consommation et M2 qui ont augmenté même plus que ce que nous avons vu de 2020 à 2024. Et pourtant, c'était juste un ajustement des prix. Cela ne veut pas dire que les prix n'ont pas commencé à montrer une désinflation
comme ce que nous avons vu de 74 à 77, ou ces 3 années où l'IPC a commencé à descendre. Donc ça, en soi, eh bien ça. Parmi d'autres choses dont nous allons parler, c'est pourquoi mon scénario de base est con, oscille entre ce 2,5 ou peut-être 2,4 et ce 3,5 jusqu'à ce que tu aies l'une des deux choses. Tu as une récession qui nous fait descendre en dessous de 2% ou tu as quelque chose comme la maladie de Servazus où tu vois pas juste une augmentation du déficit budgétaire, mais je parle d'une augmentation d'environ 50% du déficit budgétaire. Je parle de fermer les chaînes d'approvisionnement mondiales, peut-être des tarifs, peut-être. Ça dépend à quel point. Je veux dire, ça foutrait vraiment en l'air les chaînes d'approvisionnement. Je peux te le dire. Mais alors ce serait aussi temporaire. Tu aurais juste cet ajustement des prix en supposant que les banques ne jouent pas le jeu, n'est-ce pas? Et M2, à mon avis, c'est juste un indicateur des banques. Tu sais, de ce qu'elles font. Est-ce qu'ils créent en net plus d'unités monétaires par le biais des prêts? Ou est-ce que plus de prêts sont remboursés que créés, ce qui te donne cette diminution, toutes choses étant égales par ailleurs? Parce que si on veut vraiment être technique à ce sujet, on doit aussi inclure la Fed qui fait du QT. Alors donc, voyons bien ici, d'accord, n'est-ce pas? C'est juste un autre graphique de M2 qui te montre cette baisse, ce phénomène. Et quoi? Voyons voir. Est-ce que ça nous ramène aux années 70? Ah mince, ça ne le fait pas. Alors, voyons si on peut rester en phase avec ce graphique de tendance à long terme. Ajustons ça un peu. Et on va recommencer à 1970, mais on va. Voilà. Mais allons-y pour 1980. Et la raison pour laquelle je veux regarder cette période, c'est parce que, encore une fois, tu peux voir la ligne noire monter en flèche. Je veux dire, il y a des variations légères, mais tu ne vois pas ça stagner ou diminuer. C'est juste en ligne droite. Donc les banques prêtaient, ils créaient beaucoup plus de prêts que ceux qui étaient remboursés. Et c'est ce qui a permis aux années 70 d'être cette décennie d'inflation constante, des prix à la consommation, même si on a aussi eu des vagues de désinflation dans les années 70. Maintenant, retournons aux années 40 parce que beaucoup de gens oublient que c'était aussi une décennie d'inflation des prix à la consommation. OK. Donc c'est vraiment intéressant, n'est-ce pas? Parce qu'en fait, laissez-moi conclure un contrat de 4 ans. Hein, n'est-ce pas bizarre? Si nous allons de 1940 à 1944, nous obtenons quelque chose de très cohérent avec de 2020 à 2024 en ce qui concerne l'augmentation M2 et l'augmentation des prix à la consommation. Maintenant, vous aviez une croissance du PIB nominal qui était incroyable. Regarde ça. Eh bien, on sait pourquoi c'était le cas, parce que le gouvernement dépensait juste de l'argent pour construire toutes ces bombes, en gros, et ça contribue au PIB. Je ne sais pas si je qualifierais ça de bonne chose. Alors pourquoi je pense que les années 1920 ressembleront beaucoup plus aux années 1940? Parce que vous aviez des contrôles de prix, vous aviez toute cette intervention gouvernementale, ce qui, espérons-le, nous sommes en train de laisser derrière nous maintenant avec Doge, Trump et tout ça. Mais
vous aviez ces grosses hausses et ensuite ces grosses baisses de la désinflation. Puis vous aviez une récession, une déflation pure et simple. Et ensuite, vous aviez une autre vague d'inflation des prix à la consommation qui était, je veux dire, presque entièrement causée par le gouvernement. Je veux dire, on peut dire qu'à la fin de la journée, presque toute l'inflation des prix à la consommation est causée par le gouvernement ou par l'intervention gouvernementale. Donc, je m'attendrais à ce que les années 2020 se déroulent de manière similaire aux années 1940, pas aux années 1970. Parce que je ne vois pas, je veux dire, j'aimerais vous poser exactement la même question. Penses-tu que les banques prêtent beaucoup en ce moment? Je veux dire, si tu étais une banque, est-ce que tu te mettrais en 4 pour prêter à n'importe quel client qui viendrait te voir avec une idée de business pour créer plus de biens et de services? Probablement pas. Tu prendrais ta capacité de bilan et tu achèterais probablement des bons du Trésor, non? Et c'est la même chose. Si tu veux soutenir que toute cette croissance de l'offre monétaire M2 qu'on a eue de 2020 à 2024 est juste encore dans le système et prête à être libérée. Non. Combien de personnes que tu connais ont juste beaucoup d'argent, qui traînent sur le côté en attendant d'aller chez Chipotle ou d'acheter une toute nouvelle voiture? Ou en attendant, payer de plus en plus cher pour le loyer? Combien de personnes tu connais? Combien d'amis, de membres de la famille tomberaient dans cette catégorie? Probablement pas beaucoup. Pas beaucoup. Alors, maintenant, tu as mon scénario de base pour l'inflation des prix à la consommation. Donc, juste pour réitérer ici, j'ai dit ça probablement pendant l'année dernière, mais je maintiens toujours qu'on reste dans ce genre de zone entre 2,5 et peut-être 3,5 jusqu'à ce que quelque chose casse avec une récession et qu'on tombe en dessous de 2%, c'est mon avis, ou alors on a une sorte de, vous savez, de stimulus gouvernemental massif. Et je ne parle pas juste d'une augmentation du déficit budgétaire, je parle de quelque chose comme une augmentation de 50%, un peu comme ce qu'on a vu pendant la crise du coronavirus. Ou alors, on voit quelque chose qui détruit complètement les chaînes d'approvisionnement, ce qui provoquerait un choc d'offres ou des contrôles de prix ou quelque chose comme ça. C'est ce qu'il nous faudrait voir pour que je revienne. Du côté de, d'accord, maintenant on dépasse les 3,5 comme mesuré par le titre, et on va probablement atteindre 4, 5, 6, 7, qui sait jusqu'où on va monter ici. Il faut que quelque chose change radicalement. Parce que si ça reste comme ça, surtout que les banques ne prêtent pas et ne créent pas plus d'unités monétaires, je ne vois vraiment pas comment on pourrait dépasser ce 3,5 3-sex. Peu importe ce que c'est. Alors, pourquoi n'avons-nous pas descendu en dessous de 2%? C'est, je pense, une question très intéressante. Et je dirais que c'est probablement à cause des prix des actifs. Parce que quand tu as des prix d'actifs à des niveaux historiques, des prix de l'immobilier à des niveaux historiques, tu as des marchés boursiers à des niveaux historiques chaque jour, et tu as de la spéculation. Spéculation. Maintenant, je pense que tout le monde devrait posséder du Bitcoin, ce pouvoir d'achat, en dehors du système. Mais soyons clairs, il y a beaucoup de, disons, d'hystérie dans l'univers du Bitcoin, mais tu vois généralement ce cycle où le Bitcoin monte en premier. Et ensuite, je suppose, les autres pièces même et d'autres suivent un peu. Mais tu vois juste cet énorme appétit pour le risque et je ne réalisais pas à quel point. Je vois ça en ce moment parce que je ne m'intéresse pas vraiment aux pièces mêmes ou quoi que ce soit. Je regarde juste le prix de l'or, le prix du Bitcoin et je dis, OK, eh bien, tu sais, est-ce qu'il y a un peu d'hystérie là-dedans? Tu sais, probablement. Est-ce qu'il y a un peu d'hystérie là-dedans? Avec le commerce Trump? Probablement. Surtout si tu regardes les ratios CB et tout ça, le marché boursier. Et il y a d'autres choses qui pourraient indiquer cela, comme tu sais, le réseau social de Trump qui explose après sa victoire et tout ça. Mais je ne réalisais pas à quel point on voit à nouveau une sorte de folie dans ces altcoins, ce qui, je pense, est un peu un indicateur de l'attitude générale qui, pour moi, mènerait à un appétit pour le risque, que ce soit justifié ou non. Et cette attitude de prise de risque, cette dépense supplémentaire, cette demande agrégée plus élevée,
Je pense que c'est pourquoi les prix n'ont probablement pas baissé en dessous de 2%, comme ils l'ont fait dans tant d'autres domaines, tant d'autres grandes économies à travers le monde. Maintenant, je n'étais pas au courant de ça, mais je suis tombé dessus hier. Je ne savais même pas combien il y en avait. Les pièces de même étaient là. Mais je viens de voir cet article sur comment cette pièce Luigi a augmenté de, ici ça dit 454%, et il l'attribue juste à cause de ce gars qui a tiré sur le PDG, parce que son nom est Luigi. Donc, son nom est Luigi. Donc, tout le monde va acheter la pièce Luigi. Je ne sais même pas si c'est en fait peut-être vraiment de l'hystérie. Je veux dire, c'est du jeu. C'est presque comme brûler de l'argent juste pour le plaisir, prendre des risques. En gros, les gars, c'est ça. Le jeune de 24 ans qui arrive en Ferrari, en faisant des mêmes coins de Kermit la grenouille, ça, on ne le voit pas à un creux du marché. On ne voit pas ça quand il y a de la panique sur le marché. On ne voit pas ça quand on est dans une période où c'est risque réduit. C'est vraiment un risque total. Et je pense que, vous savez, on gardera pour une autre vidéo à quel point c'est mauvais pour l'économie dans son ensemble. Mais en gros, je pense que c'est pour ça que l'IPC ne descend pas en dessous de 2%, parce que vous avez Kermit la grenouille qui roule en Ferrari, gagnant, vous savez, 10 millions de dollars par an juste en écoulant tous ces shitcoins. Et c'est lui qui est là à acheter des maisons. C'est lui qui est là, vous savez, à acheter des biens et des services. Je veux dire, plus de pouvoir. Je ne devrais pas dire ça parce que je ne sais pas si c'est éthique. Je ne sais pas éthiquement. Vous savez, vous pouvez juger ça par vous-même, mais il gagne de l'argent. Donc, voilà. Mais ça contribue, la demande agrégée. Et il y a, vous savez, des gens qui font des choses, beaucoup de choses similaires en ce qui concerne l'ingénierie financière sur le marché boursier. MicroStrategy, n'est-ce pas? Et ce n'est pas une critique contre Bitcoin, mais c'est de l'ingénierie financière. C'est tout ce que c'est. Doge, comme le souligne Andrew, a augmenté de 400% juste parce qu'Elon Musk a nommé sa nouvelle agence Doge. Encore une fois, ce n'est pas ce que vous voyez à un creux du marché. Ce n'est pas ce que vous voyez quand c'est à risque réduit. Ce n'est pas ce que vous voyez dans la panique. C'est ce que vous voyez dans le complet. L'opposé de ça. Et je pense, encore une fois, que c'est pour ça que vous voyez l'IPC principal rester un peu collant. Ce sont les prix des actifs. Ce sont les prix des actifs. Ce n'est certainement pas des gens qui gagnent plus d'argent, n'est-ce pas? Et je devrais reformuler ça. Ce n'est certainement pas des gens qui gagnent plus d'argent à leur travail. Ce n'est certainement pas des gens qui sont plus productifs, qui fabriquent plus de biens et de services. C'est sûr. Alors d'où vient cette demande agrégée si ce n'est pas des salaires, n'est-ce pas? Ça vient de la spéculation. Alors, ça dure combien de temps? Qui sait, n'est-ce pas? Qui sait? Mais je pense que pour l'investisseur prudent, il faut réaliser ce qui se passe et ensuite il faut s'assurer de couvrir son risque à la baisse et de faire des paris asymétriques dans un domaine où vous avez un avantage. Et juste, peut-être pas suivre le troupeau, mais essayer de saisir des opportunités d'une manière où le rapport risque-récompense a vraiment du sens. D'accord, les gars. Profitez du reste de votre après-midi. Comme toujours, assurez-vous de défendre la liberté. Liberté, marché libre, capitalisme. On se voit dans la prochaine vidéo.